Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Anne-Catherine Sabat. Elle est de Fontenay-sous-Bois, elle a 50 ans, elle est psychanalyste. Bonjour Anne. Bonjour Philippe et merci de ton invitation. Alors, ton parcours, comment les choses commencent? Alors les choses commencent très tôt. Enfant déjà, j'ai envie d'aider les gens, de me mettre un peu au service des autres. Et puis après une adolescence un petit peu compliquée et une voie assez large où j'hésite entre la littérature, l'art, enfin plein de choses. J'ai une espèce de révélation et une vocation me tombe dessus et je décide, après avoir arrêté la fac, de la reprendre quelques années plus tard, enfin de reprendre des études pour devenir psychothérapeute et je m'installe donc en 98 à Fontenay-sous-Bois. D'accord, ok. Une journée type de travail avec et sans confinement, ça donne quoi? Tu te lèves tôt le matin? Alors, je me lève à 7 heures, pour être précise. J'ai un petit garçon que j'élève seul depuis quelque temps, qui va à l'école, bien sûr, sauf en ce moment. Donc, il s'agit évidemment, de l'emmener à l'école, de partir ensuite au cabinet, qui est pas très loin de mon domicile et de son école, d'assurer quelques rendez-vous, et puis après, de gérer tout le reste, c'est-à-dire la compta, la communication, les interviews, les livres que j'écris, parce que comme tu as dû le voir, je fais beaucoup de choses, des formations aussi ponctuellement. Donc ça, c'est pour je dirais ma vie en général. Ce qui a changé pour moi pour le confinement, c'est que je dois faire 2 journées en une, c'est-à-dire gérer les devoirs de CM2 plus tout le reste, puisque la plupart de mes patients m'ont suivi sur Skype et WhatsApp. J'ai aussi des nouveaux patients qui m'ont été envoyés parce que cette situation que nous vivons crée évidemment des angoisses et des questionnements pour beaucoup de gens. Donc, en gros, pas grand-chose à changer à part le fait que je dois me transformer en maîtresse d'école, ce qui est sympa de temps en temps, mais qui est un travail supplémentaire, évidemment. D'accord. En dehors de ton travail, justement, comment tu t'aères l'esprit? Tu lis, tu écoutes de la musique, par exemple, quels sont les 2 livres que tu es en train de lire en ce moment? Alors, actuellement, j'ai commencé à relire depuis 2 jours un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, qui est un livre passionnant et que toute femme devrait lire, même les hommes aussi d'ailleurs. Pour tout te dire, depuis le début du confinement, il m'a fallu plus d'1 mois pour ouvrir un livre. C'est-à-dire que entre les questions d'organisation, les devoirs scolaires, les patients qui quand même étaient assez impactés avec tout ce que ça sous-entend comme accompagnement soutenu, etc. Je n'avais ni envie, ni le temps, ni la tête à lire. Donc pour l'instant, voilà, il y a ce livre, d'autres que j'ai entamés il y a quelques mois mais que je n'ai pas réouvert. Donc essentiellement c'est ça. Alors pour les livres, et puis tu m'as posé une question plus vaste, pardon. Comment je m'aère la tête? Méditation, film. On a regardé beaucoup de films là depuis 1 mois et demi. Musique, il se trouve que je suis chanteuse, mais que j'ai arrêté depuis quelques temps et que je n'envisage pas reprendre pour l'instant. J'ai mis la musique un peu de côté, mais j'en écoute régulièrement. D'accord. Au niveau de ton métier, est-ce qu'il y a un type de clientèle effectivement qui a été difficile je dirais, à avoir? Comment tu as mis ta politique de prix? Comment effectivement tu as choisi ton prix, etc. Alors, j'ai choisi mon prix que je ne donnerai pas à l'antenne. J'ai choisi mon prix par rapport au marché et à ce qui se pratique. Bon, il est évident aussi que quand on a plus de 20 ans d'expérience, qu'on a écrit plus d'une douzaine de livres de développement personnel et qu'on est aussi formatrice, on vend aussi évidemment toute une expérience et toute une expertise. Après, et c'est ce que j'annonce à tous les éventuels patients, moi, mon objectif dans la vie n'est pas de gagner de l'argent. J'ai quitté à l'âge de 23 ans une carrière prometteuse pour aller travailler bénévolement pendant 2 ans. Donc c'est pas l'argent qui est une motivation, mais c'est plutôt de pouvoir vraiment aider des gens qui le veulent, qui en ont besoin et qui sont prêts aussi à faire cette démarche qui est très courageuse de ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement le travail sur soi. Donc mon prix est adaptable pour ceux qui en ont besoin.
D'accord. Tu consultes aussi bien effectivement des femmes que des hommes, ou alors ton cœur de cible reste quand même les femmes? Alors, j'ai pas vraiment de cœur de cible, c'est-à-dire que, à part quand on a une spécialité particulière, c'est la clientèle qui d'elle-même décide comment les choses vont se faire. Là, la moyenne, en fait, dans nos cabinets, c'est quand même 3/4 de femmes, sauf évidemment pour les thérapeutes spécialisés auprès des hommes, ce qui n'est pas mon cas. Mais en moyenne, on reçoit beaucoup plus de femmes. Je reçois aussi beaucoup de jeunes, moi, et d'adolescents. C'est un public que j'aime beaucoup et visiblement, c'est réciproque. Mais une grande majorité de femmes, en effet. D'accord. Comment tu trouves ma radio et ma façon d'interviewer les gens, Anne? Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans déjà ta façon d'interviewer les gens, c'est qu'elle est très claire, très directe, j'ai envie de dire efficace, c'est-à-dire que tu vas droit au but, et pourtant ça reste bienveillant, parce que le problème des fois quand on est trop direct, c'est que ça peut sembler un peu sec, et moi j'ai pas du tout trouvé ça dans toutes les interviews que j'ai écoutées de toi. Quant à la radio, ce qui est très intéressant, c'est que tu as un panel d'interviews qui est passionnant, avec des gens extrêmement différents, mais qui ont tous en commun d'être passionnés, d'aimer ce qu'ils font, et puis de s'y connaître, donc de pouvoir transmettre de manière très intéressante et passionnée ce qu'ils font. Comment tu te projettes dans 5 ans par rapport à ton métier et dans ta vie de femme? Alors, là, je vais raconter quelque chose de très intime. Il se trouve que pour l'instant, je suis célibataire. J'aimerais bien pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vivre une belle histoire, évidemment. Ça, c'est en ce qui concerne ma vie de femme. Pour le reste, je fais un métier qui est une vocation, qui n'est pas un métier que j'aime et qui me passionne. Et les êtres humains me passionnent, donc je vois pas tellement de changements dans ce que je peux rêver pour dans 5 ans. Peut-être être capable de lever un peu plus le pied, me reposer un peu plus, éventuellement développer quelques formations, ce que je fais déjà sur la gestion des conflits, la relation d'aide, etc., pour pouvoir varier un peu mes activités, et puis développer mon activité d'écriture, qui me passionne aussi, et peut-être pouvoir enfin gagner un petit peu d'argent avec, parce que on n'écrit pas en général pour gagner des sous. Voilà, ce qui me permettrait de pouvoir lever un peu le pied aussi. Alors quand tu dis effectivement que tu as un enfant, que tu es célibataire, que tu cherches effectivement un compagnon, est-ce que quelque part ça fait pas peur aux hommes de ton métier d'une part, et puis aussi cette volumétrie d'activité que tu as, c'est-à-dire que tu es multicasquette, quoi? Alors, je suis multicasquette, mais je suis une multicasquette extrêmement organisée et qui, j'ai l'impression de faire ma pub là, c'est très drôle, mais qui déteste travailler à partir d'une certaine heure. On me verra jamais me lever à 4 heures du matin pour écrire un livre, par exemple. C'est-à-dire que j'ai en fait un rythme de vie qui est extrêmement régulier. Je fais beaucoup de choses, mais j'ai la chance de pouvoir les faire assez vite. Par exemple, pour moi, écrire, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Donc, j'ai pas besoin de me bloquer 3 ans de retraite en haut d'une montagne pour écrire un livre. Ce qui fait que j'ai une vie absolument normale, classique et oui, tout à fait banale en fait. Après, est-ce que ça fait peur aux hommes? Je crois que tous les métiers qui sont liés à la psyché peuvent faire peur parce que on peut avoir l'impression que l'autre va nous analyser, va nous mettre à nu, etc. Moi, parfois, des amis me demandent est-ce que tu m'analyses? On a peur que tu nous analyses, mais non, parce que dans ma vie privée, je n'analyse pas les gens. Peut-être que je devrais d'ailleurs le faire un peu plus, je sais pas, mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être quelqu'un de tout à fait normal, classique, banal, qui finalement a voilà des passions, une vocation, et puis qui dans la vie quotidienne, comme tout le monde, fait ses courses, fait un peu de jardinage, sort ses poubelles, change la litière du chat, des choses qui sont extrêmement rassurantes finalement. Voilà, et avec un compagnon, c'est aussi ça qu'on partage. Le reste, en plus, dans mon métier, j'ai une obligation de discrétion déontologique, ce qui fait qu'il est hors de question que le soir, je raconte ce que Madame Dupont m'a raconté de sa vie intime. Donc, il y a des cloisons, en fait, entre tout ça. Tout à fait, ouais, le secret professionnel. Comment tu le vois ce partenaire alors en fait comment tu l'imagines, comment tu l'idéalises?
Alors ça, je m'attendais pas du tout à ce que cette interview tourne là-dessus, mais je vais jouer le jeu. Alors, en fait, je l'imagine pas. Je l'imagine pas dans la mesure où la vie m'a montré que les affinités, les histoires d'amour qu'on pouvait vivre, qu'elles soient d'amour amical ou de partenariat même professionnel, dépendaient avant tout d'affinités qu'on peut pas prévoir. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de magique qui se passe dans une relation, une complémentarité, quelque chose qui fait que on va repérer une personne plutôt qu'une autre, elle va sortir du lot, il va se passer quelque chose de magique, et ça, c'est complètement indépendant de la couleur des cheveux, des yeux, la taille, voire la profession ou je ne sais quoi de la personne. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'à un moment donné, quelque chose se passe entre quelqu'un et moi, tout simplement. Et ça peut ni se prévoir, ni se provoquer. Ouais, tu attends la surprise, en fait. Oui, d'une certaine façon. La bonne surprise, bien sûr. La fulgurance, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais une fulgurance qui soit, évidemment, en même temps sérieuse et enracinée dans la réalité. Parce que les coups de foudre, j'ai donné comme beaucoup. Et je ne crois pas que quelque chose de trop fulgurant puisse suffire. Il faut aussi que quelque chose soit rassurant, soit concret, soit réel, et ne soit pas qu'un fantasme ou un feu de paille. Au niveau de ta clientèle, en fait, quels sont les points qui reviennent le plus souvent, si on fait un peu une étude sociologique, quels sont les problèmes effectivement des gens, qu'est-ce que tu constates, je dirais, qui se répètent? Alors, en fait, en 2012, j'ai publié 2 livres qui parlaient de la souffrance au travail. Mmh. À l'époque, c'était déjà à la mode, il y avait eu des vagues de suicides dans certaines entreprises que je ne nommerai pas, et je me suis retrouvée depuis un petit peu spécialiste de ces questions-là. Donc, une grande partie de ma patientèle est concernée. Alors, quand on dit souffrance au travail, c'est pas forcément harcèlement, hein. Ça peut être tout ce qui tourne autour du stress, du burn-out, du surmenage, de la question de prendre sa place par rapport à l'autre, comment communiquer, et puis aussi, évidemment, toutes les questions existentielles de gens. J'avais d'ailleurs une séance tout à l'heure avec une dame qui est concernée par ça, de gens qui se demandent s'ils sont à la bonne place, s'ils n'ont pas envie de faire un bilan de compétences, s'ils n'ont pas envie de revoir leur manière de travailler ou développer une nouvelle activité. Voilà, donc ça c'est un point important qu'on retrouve beaucoup dans mon cabinet. Il y en a un autre qui est parfois lié, en effet, c'est la question du harcèlement et de l'emprise et des relations difficiles, parce que j'ai aussi écrit sur le sujet. Donc je reçois régulièrement des gens qui sont concernés par ça et qui se demandent comment, là encore, faire le tri entre les relations vraiment toxiques et celles qui sont juste un petit peu bancales et qu'il faut apprendre à redéfinir autrement à partir d'un nouveau positionnement, d'une nouvelle manière de communiquer. Voilà, donc ça c'est deux points qui reviennent très souvent, essentiellement. Et puis, je supervise aussi d'autres thérapeutes, alors aussi bien des psys que des gens du milieu médical, paramédical, etc., et qui s'interrogent beaucoup sur la relation avec le public en souffrance, le positionnement, les émotions, et puis ce qu'on appelle le syndrome vicariant, c'est-à-dire comment, en tant que soignant, et c'est d'actualité aujourd'hui, on est impacté aussi par les traumatismes du patient, et comment réussir à garder la bonne distance émotionnelle. D'accord. On était avec Anne-Catherine Sabas à l'instant même, effectivement, dans les experts. Fontenay-sous-Bois, 50 ans, psychanalyste, une femme de passion, on l'a bien senti. Si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez par mail sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, que vous soyez entrepreneur, artiste, créateur, inventeur, etc. Je vous donnerai la parole. Et puis on va conclure effectivement cette interview en 30 secondes avec toi, Anne. Oui. Qu'est-ce que tu as omis de nous dire dans l'interview? Est-ce que tu veux préciser effectivement où on peut te contacter pour pouvoir continuer la conversation avec toi? Alors oui, alors déjà, on peut me contacter via mon site internet, Catherine-Sabas.com. Il y a un formulaire de contact. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche mon nom et vous trouverez comment me contacter. Je crois que, et c'est une de mes convictions profondes,
crois que l'être humain est indissociable des gens qui l'entourent, mais aussi du monde de manière plus globale, et que le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes et avec nos proches se décline aussi dans le monde. Et aujourd'hui, nous traversons une période quand même de crise avec ce Covid-19, et je pense que c'est une invitation pour tout le monde à se repositionner par rapport à lui-même, par rapport à ses choix de vie, par rapport à l'essentiel, par rapport à ses proches. Et je pense que au-delà de tout ce que nous traversons de difficile actuellement, c'est aussi une opportunité. Et voilà, je voulais rappeler ça. Dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, dans chaque tempête, il y a une possibilité d'évolution, de redécouverte de soi, des autres, de l'essentiel, et qui peut nous amener à déboucher sur un monde plus doux, plus joyeux, plus aimant, plus respectueux de la vie en général. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà mon message pour aujourd'hui. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Anne, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.